Alors on ressent bien dans votre analyse et dans tous les éclairages que vous nous donnez qu'il y a un sujet vraiment à ouvrir maintenant qui est complètement lié à tout ce que l'on a évoqué précédemment. C'est donc le travail de l'image avec ce fameux process de l'image en 10 bits lorsque l'on veut donc sortir l'image sur des recorders externes. Or là, sur cette caméra-là, Canon a fait le choix d'un process en 8 bits et j'aimerais qu'on comprenne les enjeux que cela implique au niveau des usages sans rester justement sur un aspect technique qui ne serait pas abordable pour ceux qui ne l'ont jamais traité, et donc justement en se montrant pédagogue, ce que vous savez tous les deux très bien faire, Jean-Charles et Forrest, pour que l'on puisse comprendre justement comment déjà fonctionne un workflow en 10 bits, quels sont ses avantages, quelles sont ses spécificités. Forrest, est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ça pour commencer? Bon, la problématique justement du 10 bits, 10 bits, elle est pour moi directement liée justement au monde du cinéma. Donc c'est ce fameux segment qui fait pas beaucoup d'heures par an d'image, mais qui par contre exige un très haut niveau de qualité. Parfois de manière presque déraisonnée, mais il y a une logique qui est assez cohérente là-dedans et que je soutiens aussi, du coup, en tant qu'acteur de ce monde-là. Le 10 bits, c'est vraiment en fait la profondeur de couleur. C'est littéralement la nombre de gradations possibles qu'on peut obtenir, le nombre de nuances différentes qu'on peut obtenir dans la transmission ou l'enregistrement d'une image. À l'heure actuelle, les systèmes dits broadcast, plus ou moins, sont basés sur une profondeur de couleur de 8 bits. 8 bits, c'est littéralement 2 puissance 8 couleurs par composante, à savoir donc 256 nuances par composante. Il y a 3 composantes, le rouge, le vert, le bleu. 256 fois 256 fois 256, ça fait 16,7 millions de nuances. Et ça, c'est un théorique maximum. En pratique, c'est même moins que ça. Mais néanmoins, 16,7 millions de couleurs, ça suffit très largement à décrire l'ensemble des couleurs que peut distinguer un œil humain, un œil et un cerveau humain, étant le couple des deux. Et c'est pour cette raison que à peu près l'ensemble de l'industrie de la diffusion, donc je pense à la télévision, au DVB, au broadcast, au satellite, la TNT et tous ces trucs-là, sont tous basés sur un codage en 8 bits parce qu'il est suffisant pour obtenir une bonne reproduction de la qualité d'image. Le 10 bits, ça consiste, on rajoute en fait 2 bits par canal, donc 2 puissance 10 c'est 1024 niveaux. Donc là on parle plus de millions de nuances, on parle de milliards de nuances, et ça c'est pas fait pour décrire mieux finalement le monde tel qu'il est, puisqu'on a là déjà de quoi le faire avec le 8 bits, c'est fait en fait pour permettre le travail de l'image en post-production. Et la logique justement du log, de l'enregistrement logarithmique, c'est finalement d'optimiser le signal pour décrire un nombre maximal de nuances différentes, de manière par la suite à pouvoir retravailler cette image-là. Retravailler, c'est littéralement refaire à la fois la colorimétrie, les nuances, la couleur, et le contraste de l'image, le travail en post-production. Le log permet de garder un maximum de nuances et de niveaux de valeurs différentes. C'est à l'heure actuelle utilisé dans l'industrie, très largement dans l'industrie du cinéma. L'industrie du cinéma, je parle de l'industrie, la grosse industrie du cinéma, peut-être pas celui justement du cinéma un peu dit low cost, et encore moins celui du cinéma amateur, qui lui s'est assez vite satisfait justement des workflows 8. Par contre, le cinéma, je sais pas, haut de gamme, Formule 1, si je puis dire, exige littéralement du 8. Il y a même des PAD TV qui recommandent le 10 bits. Et donc du coup, il y a le gain, il y a un vrai bénéfice à l'utiliser quand on va travailler l'image. Les PAD TV qui demandent de 10 bits, je pense notamment à Arte en France, qui l'exige pas mais qui préfère du 10 bits, pour la simple raison que Arte diffuse sur 2 pays différents, donc tous les programmes qui arrivent chez Arte vont être retravaillés par la suite, post-produits, avant d'être rediffusés. Donc du coup, cette action nécessaire sur l'image, le travail sur l'image, tire un véritable bénéfice d'un workflow en 10 bits. Canon nous a privés du 10 bits sur cette caméra en particulier. Alors on a par chance le log qui permet de compresser un peu plus de contraste dans finalement une dynamique assez réduite, celle du 8 bits, mais un bon workflow log, normalement, il se fait aussi en 10 bits. Et tous les enregistreurs dehors là, qui existent pour le log, c'est généralement du 10 bits, que ce soit je sais pas moi,
sur du HD MSR, que ce soit sur des enregistreurs, sur les Alexa, c'est du 10 bits aussi, sur un grand nombre de caméras comme ça qui sont faites pour le cinéma. Le workflow log sont en 10 bits. Et là, ça c'est le premier industriel qui débarque en disant non, mais 8 bits c'est aussi bien que 10 bits les gars. Et nous on est un petit peu stupéfaits parce qu'on connaît le bénéfice, justement. On connaît le bénéfice et on va pas nous. Enfin, c'est pas une phrase qu'on peut nous dire à nous, quoi. Moi, très franchement. J'entends ce que tu dis là. Sur ce qu'on a pu voir, je sais pas s'il n'y a pas eu de post-production, mais comment ils se sont débrouillés pour faire des films qui sont exempts de défauts. Enfin, je pense au moins à 2 d'entre eux. Si toute opération de post-production derrière génère des artefacts ou du banding, comment ils ont fait pour l'éviter dans ce cas-là? Est-ce qu'ils ont simplement tout prévu à la prise de vue Voilà, c'est exactement ça. C'est moins on triture une image, moins elle est sensible à ça. Comme je disais, le 8 bits permet de très bien décrire une image telle qu'elle est. Dans un format de diffusion, c'est très bien. Donc, si l'image est triturée de manière raisonnable, retirer de la couleur dans une image, lui donner un look, une patine, ça souffre pas directement de la chose, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est aussi bon que du 10 bits. Justement, si on a une image est tournée sous-exposée, si une image a été tournée avec la mauvaise balance des blancs, et le monde du cinéma en réalité se fout plutôt pas mal de la balance des blancs, paradoxalement, parce que justement l'image est par définition post-produite. Il y a vraiment un bénéfice à avoir le truc. Alors je dis pas que c'est impossible de produire une belle image sans avoir le 10 bits, et c'est le monde du son par exemple, si on veut parler de bits, le monde du son diffuse à l'heure actuelle en 16 bits, plus ou moins, c'est ce qu'on trouve dans la diffusion, et tous les sondiers enregistrent en 24 bits. Et ils enregistrent en 24 bits pour avoir une plus grande dynamique. Pour la même raison que nous, on demande du 10 bits en vidéo, c'est parce qu'il faut pouvoir justement tourner. Si on a enregistré un truc, et bon, pour prendre le monde du son, si c'était enregistré, je sais pas moi, avec des crêtes qui tapent à moins 20 dB, à moins 30 ou à moins 40 dB, eh bien quand on a un 16 bits, on manque de dynamique. Donc si on va après derrière gonfler le son, c'est-à-dire travailler dessus, c'est faire la même chose que quand on étalonne, si on change la balance des blancs, si on va étalonner le contraste, ben, on prend un risque. Si on va trop loin, de voir apparaître des défauts. Mais c'est évidemment si on va trop loin. Donc voilà. Je ne dis pas qu'on va en avoir forcément. On peut produire une bonne image. Si je te suis bien, en fait, en gros, on a simplement moins droit à l'erreur. Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça? Oui, c'est peut-être une bonne manière de le dire, parce que dans les faits, on peut le voir aussi. On peut produire une bonne image avec des enregistrements 8 bits, puisque il y a des bonnes images qui sont produites. Toi, tu en as vu. Oui, là, c'est pas... effectivement. Mais par contre, l'argument de dire le 8 bits c'est aussi bien que du 10 bits, cet argument-là, par contre, D'accord. Je sais pas, sans vouloir être de mots méchants, je suis pas sensible du tout. Là, ce qui vous préoccupe aussi, c'est le fait qu'on soit sur ce positionnement tarifaire à 12 000 €, ce que proposent donc un certain nombre de marques concurrentes avec des caméras grand capteur à ce prix-là, justement sur cet aspect de leur sortie qui, elle, est en 10 bits dans ces cas-là. Jean-Charles, si tu veux reprendre la parole pour compléter, réagir sur cet aspect. Ouais. En fait, pour donner une image claire, c'est un peu comme si on travaille en photo avec un négatif ou si on travaille avec de l'hecta pour faire une diapo directement. Soit on travaille avec la matière première, c'est un négatif qu'on va révéler et il va falloir une marge pour passer du négatif au positif et puis avoir une marge de travail pour pouvoir tirer sur les nuances de l'image. Soit on a peu de marge et puis voilà, on a une image quasiment positive dès le tournage et puis on va avoir une marge qui est beaucoup plus faible. Et donc positionner une caméra à ce prix-là en bridant l'enregistrement et surtout, ce que je comprends pas, en bridant la sortie HDSDI, en la bridant à 8 bits, alors que l'intérêt de la sortie HDSDI justement c'est de bénéficier d'un espace beaucoup plus large et d'utiliser des recorders qui vont ouvrir. Je comprends pas bien, alors que la F3 par exemple nous permet justement d'aller enregistrer en 10 bits, en 4.2.2 ou en 4.4.4 dans la même gamme de caméras. Je comprends pas bien l'utilisation, enfin l'idée de dire que c'est la killer caméra, d'aller à Hollywood et d'avoir une caméra qui fait seulement du 8 bits en on-board sur les cartes compact flash et en externe. Et là il y a vraiment
C'est stupéfiant, ouais, je suis d'accord. Une SPX 171, ça fait 3000 € et ça fait du 10 bits. Quoi. Et quand Canon vous dit attendez pour voir sur ce domaine technique, nous avons une autre approche à vous proposer. Mais non, mais en fait, il y a eu exactement la même discussion quand Sony a sorti la PDW F800, qui était une caméra qui se démarquait de la F700 parce qu'elle était à destination justement du cinéma. Pour remplacer la F900, et ils utilisaient le même codec qui est du MPEG 2 422 à 50 mégabits par seconde en 8 bits, et il y avait un manque d'audace en disant mais si vous voulez faire du cinéma, en gros si vous allez faire du cinéma positif, pourquoi s'être limité et n'avoir pas ouvert en fait à l'étalonnage, parce que de quoi on parle en fait, le 8 bits et le 10 bits, on parle de quoi en fait? On parle de l'étalonnage, donc c'est de se limiter par rapport à ce qu'on va pouvoir travailler, en fait le problème n'est pas tant d'utiliser des courbes de gamma, des courbes de contraste standard, parce que peut-être que cette caméra, en utilisant les bonnes courbes de contraste, on va avoir des images magnifiques. L'idée, enfin la contradiction pour moi, c'est d'avoir une caméra à ce prix-là sur 8 bits qui intègre une courbe log. Voilà. Là, il y a quelque chose pour moi qui tourne pas rond. Mais bon. Le principe du log, justement, c'est d'utiliser intelligemment le peu de bits qu'on a disponibles. Donc, je pense pas que ce soit si stupide que ça de mettre du log. Normalement, du 10 bits log, c'est l'équivalent du 12 bits linéaire. Quoi. Oui, mais justement. Donc, si on a 12 bits linéaire ou 10 bits log, là, on a même pas 10 bits linéaire. Il n'y a pas 10 bits. Il n'y a pas 10 bits. Linéaire au niveau de la tête de caméra, théoriquement il y a 13 bits sur le vert et 12 bits sur le rouge, 12 bits sur le bleu. Donc, théoriquement on a 12 bits linéaires, donc on devrait pouvoir avoir 10 bits log quoi. Et la frustration elle vient de là. On est d'accord que c'est pas impossible de faire une belle image avec du 8 bits, il faut la bûcher, mais sincèrement, c'est comme tu disais, c'est comme tourner avec un positif ou tourner avec un négatif et derrière faire du labo pour le révéler. Mais ceux qui utilisent les DSLR, ils connaissent ce type d'utilisation. C'est soit vous utilisez une courbe de gamma qui est inclue dans l'appareil, les gamma standards, soit vous fabriquez votre propre courbe de contraste en fonction du contraste de l'image adapté à chaque condition d'éclairage. Et on a commencé à voir apparaître des courbes dites flat qui justement essayaient de faire rentrer la dynamique. Mais essayer elles contiennent leur échec ces courbes justement parce que c'est du H264 et que ça fait des bandes atroces dans l'image. Et il y a énormément de problèmes à travailler sur des courbes flat sur du DSLR pour plusieurs raisons, justement à cause de la compression, mais aussi parce que on est flat et on est sur 8 bits et que c'est très compliqué. Et il y a déjà eu des expérimentations. Moi, j'ai déjà assisté à des expériences. Il y a notamment Philippe Ross qui a fait l'image d'Océan, Camelot, qui a travaillé, qui a fait des expérimentations en injectant des courbes log dans une F800 et en projection, ça pose un problème parce qu'on a vraiment des limitations. Donc c'est pour ça que je pense que cette caméra, mais peut-être j'imagine à tort, c'est une caméra à utiliser avec des courbes positives comme les ciné-gamma, et je vois pas le grand intérêt d'avoir fait beaucoup de bruit pour faire du 8 bits sur du log, avec du log. Ce que vous dites, c'est compatible avec moi. Ce qui m'étonne dans tout ça, c'est que il y a un des films, par exemple, qui est vraiment basé sur les effets spéciaux. Donc j'imagine que quand même tout ça c'est que de la post-production, enfin c'est en grande partie de la post-production, donc une dégradation possible. Et à la projection, on n'a rien vu du tout comme défaut dans ce film. Mais tu parles d'incrustation. L'incrustation, et tous les mélanges d'images d'une manière générale, il y a des tas d'effets. C'est pas du tout lié. Justement, c'est pas plus on repeint une image, plus elle a besoin d'être bonne au départ. Au contraire, plus on repeint une image, moins finalement, paradoxalement, elle a besoin d'être bonne. Quoi. À une exception près, c'est celle justement du détourage, donc l'incrustation, ce qu'a avancé Jean-Charles, qui lui effectivement nécessite une bonne description de la couleur, parce qu'en général on tourne sur un fond vert, sur un fond bleu peut-être. Et du piqué. Du chroma key. Et donc il faut une image piquée. Donc la faible profondeur de champ pour le coup c'est même un gros problème, c'est pas du tout un outil pratique à utiliser dans ces cas-là. Et puis il faut une bonne description de la couleur. 4:2 c'est un minimum, avec une F3 genre, on peut tourner en 4:4:4. Théoriquement. Et donc justement, là il y a ces outils-là, bon, le fait d'être en 10 bits ou en 8 bits, c'est pas forcément sur ce monde-là que ça va vraiment jouer. Quoi. Ça va être
ça va être vraiment justement dans une logique de tournage dit négatif. Le principe d'associer justement une courbe log à un enregistrement 10 bits, c'est qu'on ne va même pas sur l'enregistrement faire la balance des blancs. La balance des blancs sera faite après en post-production. C'est un workflow qui se rapproche véritablement du workflow RAW en l'occurrence, tel qu'on le connaît sur les appareils photo ou sur certaines caméras vidéo. Justement, c'est-à-dire qu'on va réserver un ensemble de travaux, donc la colorimétrie, la balance des blancs, le contraste, sont réservés à la post-production, donc seront littéralement faits par d'autres personnes, qui sont les étalonneurs, qui seront amenés à travailler dessus avec d'autres types d'équipements. Et donc, si on veut prendre cette direction-là, alors il est indispensable d'avoir une très bonne description de la couleur avec une bonne profondeur de couleur. C'est pour ça que justement, elle est là, la logique log, elle est par là, elle est d'avoir une logique négative par opposition à une logique positive. C'est pour ça que pour sortir une caméra qui fait un positif sur 8 bits, par rapport à une RED Scarlett qui est positionnée aujourd'hui à 9 000 $, donc en euros, je ne sais pas combien ça fait, mais ça fait encore moins. Il propose un package à 12 000 $. Vous avez hors optique tout ce qu'il faut autour pour commencer à tourner. Je trouve que pour cette caméra-là, qui fait pas de ralenti, qui fait du 8 bits, ça serait en dessous au niveau d'un prix en dessous d'une Scarlett. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le positionnement tarifaire de cette caméra, qui n'est pas un killer caméra. Non, c'est ça. Il y a deux autres outils, deux autres choses que j'aimerais souligner quand même, justement, dans l'absence. On en avait parlé justement avec toi, Michel, avant la présentation de la caméra. C'est donc, premièrement, les ralentis. Alors ça, c'est vrai que c'est pas un outil qui est indispensable à tout le monde. Mais là, pour le coup, c'est quand même un truc qui est très largement demandé, effectivement, dans le monde de la pub, le monde de la fiction, aime bien aussi. Et vraiment, voilà, c'est un outil. C'est frustrant de voir qu'à l'heure actuelle, la quasi-totalité des constructeurs nous proposent des trucs qui sont plus ou moins limités au format vidéo, à savoir un grand maximum de 60 images par seconde. Et encore, il faut descendre en 1K. Et la petite Scarlett, mine de rien, elle fait 120 images par seconde en 1K. Et si on veut du 2K, si on veut de la... Oui. Est-ce que c'est une caméra qui existe vraiment ou est-ce que c'est une annonce comme j'ai pas bien compris si c'est une vraie caméra. Non, a priori c'est la sortie des usines qui a été annoncée. Parce que ça fait 2 ans qu'ils en parlent de la Scarlett, donc c'était du marketing d'annonce, et là ils annoncent maintenant la sortie des usines. Donc après je sais pas, même si la Scarlett ne fait pas de vitesse accélérée, elle est quand même moins chère que la C300. En plus, elle fait du RAW. C'est putain de vitesse accélérée. Elle fait 120 images par seconde. 120 images par seconde, on peut en reparler. Ça, c'est un ralenti. Un vrai ralenti dramatique. C'est pas du 60 FPS à la con. Et elle fait du RAW. Encore une fois. Et elle fait du RAW. Et elle fait aussi le 4K. C'est-à-dire que le 4K, c'est pas quelque chose de stupide en tant que tel. Il faut, effectivement, pour faire un vrai 4K RGB, il faut un capteur de fou. Et il y a peu d'industriels qui ont véritablement attaqué ce segment-là. Mais par contre, il peut y avoir aussi un bénéfice à faire du 4K RAW, plus ou moins, et donc de pourquoi pas enregistrer un signal 4K qui sera peut-être pas RGB, donc où on ne pourra pas sortir véritablement 4K en Luma et 4K en chroma, mais qui permettra probablement de sortir peut-être un bon 3K en Luma, et un bon 1,5K ou peut-être un bon 2K en chroma. En l'occurrence, avec la C300, on aurait un bon 2K au niveau de la couleur, enfin HD au niveau de la couleur, HD 2K au niveau de la couleur, et pourquoi pas 4K ou 3,5K ou 3K, je ne sais pas, au niveau du Luma. C'est quelque chose que d'autres constructeurs proposent optionnellement. C'est-à-dire optionnellement, il y a une possibilité de le faire, et ça, c'est même pas discuté véritablement sur celle-là.